Bonjour et bienvenue sur BizDevUp, la chaîne du business développement en B2B. Alors, deuxième vidéo sur pas de bon BizDev sans savoir qui on est. Je l'avais annoncé dans la vidéo précédente. Effectivement, ce thème, il mérite quand même deux vidéos. Et là, je vais insister plus sur le degré de maturité, finalement, le degré de maturité de l'entreprise, ce que j'appelle le marketing readiness level. C'est un terme que j'aime bien utiliser qui finalement fait écho à ce qu'on trouve beaucoup dans le domaine technologique, qui est le TRL, Technology Readiness Level, qui définit le niveau de maturité d'une technologie. Eh bien, il n'y a pas que les technologies qui ont un niveau de maturité, il y a aussi votre marketing, votre culture marketing. Et donc, on va regarder sur une échelle ici. Là aussi, je vais faire simple, bien sûr, avec 3 grands cas de figure. On va regarder un petit peu en fonction de ce marketing readiness level, quelle est votre position et comment vous pouvez déclencher votre business développement. Alors, allons-y. Premier cas de figure. Premier cas de figure. On est en présence de ce que j'appelle un objet technique. C'est-à-dire que votre offre, ce que vous proposez au marché, c'est un objet technique. Alors, pardonnez-moi, ce que j'appelle un truc d'ingénieur, ce n'est pas péjoratif vis-à-vis des ingénieurs. Je vis toute la journée au milieu des ingénieurs, je n'en suis pas un, mais je vis toute la journée au milieu des ingénieurs et je les respecte profondément, bien sûr. Mais ce que j'appelle le truc d'ingénieur, c'est le machin technologique, qui est extraordinaire d'un point de vue technologique, mais qui est très compliqué et souvent très difficile à expliquer. J'appelle ça aussi, et pardonnez-moi pour la trivialité, un bordel fonctionnel. C'est-à-dire un truc qui fait plein de trucs. Voilà. Moi, je suis souvent confronté, au niveau de notre cabinet, on est souvent confronté à cette question-là, c'est-à-dire des gens qui arrivent avec de véritables pépites technologiques, mais qui sont dans une espèce de complexité telle que finalement, des fois, on a vraiment du mal à dire exactement à quoi ça sert. On voit bien que ça a des performances incroyables, mais on ne sait pas trop dans quel cas ça pourrait s'appliquer. Et donc, on est souvent dans cette situation-là. Alors, comme vous voyez, il y a une échelle, donc forcément, ce que je vous montre là, c'est un très faible degré de maturité, une marketing readiness level qui est quand même très faible. En tout cas, dans laquelle ça va être assez compliqué finalement de marketer les choses et donc de faire du business développement. Deuxième cas de figure, vous avez une offre qui est faite d'un certain nombre de fonctions, de features, comme on dit, pour faire bien, qui sont structurées et que vous allez pouvoir organiser dans quelque chose de modulaire. Donc, typiquement, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans tous les marchés industriels. Je ne sais pas, par exemple, vous produisez des machines-outils, vous avez un centre d'usinage, il y a la machine standard qui a un certain nombre de fonctions, et puis on va pouvoir y ajouter toute une série de fonctions complémentaires, du contrôle, du monitoring, un système pour amener les pièces, un système pour les sortir, un carrousel plus large, enfin bon. Peu importe, on n'est pas là pour rentrer dans les détails. L'idée, c'est que vous avez donc une offre qui, certes, a une certaine complexité, mais qui peut s'expliquer, que l'on comprend, qui s'organise finalement dans un ensemble cohérent. Et puis le troisième niveau, qui est bien entendu le niveau, on le verra, le plus facile d'un point de vue marketing et d'un point de vue vente, vous avez un produit sur étagère. C'est-à-dire, la souris, monsieur, je vends des souris rouges avec une molette grise dessus. Puis il y a aussi le modèle vert avec une molette bleue. Bon, voilà. Ça, c'est le produit sur étagère. Donc, attention, je ne suis pas en train de vous dire que ça c'est bien et ça c'est mal. Je suis juste en train de vous dire, voilà, c'est un constat. Je peux me retrouver avec une offre qui est soit ici quelque chose de très touffu, de très complexe, soit ici quelque chose de relativement complexe mais compréhensible parce qu'organisé, soit ici quelque chose de très facile à appréhender parce que c'est le produit sur étagère. Alors ce qu'on va voir ensemble maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe dans chacun des cas et comment on peut essayer finalement de fonctionner. Bon, on est d'accord, là ce que vous avez, c'est un non-produit. Même si en marketing, on continuera à l'appeler un produit, en marketing, le produit c'est l'offre, ce n'est pas forcément quelque chose de physique. Mais en réalité, c'est un non-produit. C'est-à-dire que c'est de la prestation de service
Hein. Vous pouvez tout faire. Moi, je suis souvent confronté à ça, notamment, alors c'est très vrai dans le domaine informatique. Ça, hein. Je suis souvent confronté à ça, des clients qui me disent, ben voilà, voilà notre produit. Alors quand on leur dit, bon, ok, si on veut en parler à vos clients, qu'est-ce qu'on peut dire, quels sont les arguments qu'on peut prendre en compte, comment on peut le présenter? Ah, mais oui, non, mais ça, on peut le faire. Ah, mais ça aussi, on peut le faire. Mais ça aussi, on peut le faire. Ah, mais ça, s'ils demandent, on va le faire. Bon. Et donc, on est dans un cas où, étant donné qu'on peut tout faire, je vais caricaturer, ben, puisqu'on peut tout faire, en fait, on ne peut rien faire. Voilà. C'est un peu ça l'idée. En tout cas, c'est souvent comme ça que c'est perçu par certains clients. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce que ça veut dire, c'est que le travail commercial qu'il va falloir faire, ça va être vraiment un travail de senior top niveau, hein, d'ingénieur d'affaires top niveau. Pourquoi? Parce qu'il va falloir avoir des gens capables d'expliquer, de rendre simple un concept qui est complexe. Ou avoir des gens qui vont être capables de comprendre l'extrême complexité du besoin du client, ce qui est parfois le cas, hein, bien sûr, ça existe. Et finalement, pour faire une image, on pourrait dire que là, quand on est là, ben, on cherche une aiguille dans une botte de foin. Comprendre le besoin du client et faire matcher finalement le besoin du client avec les caractéristiques de l'offre qu'on propose, ben, c'est un peu l'image de chercher une aiguille dans une botte de foin. Ça veut dire que ça ne va pas être simple, ça veut dire que parfois on y arrive par chance, mais que dans tous les cas, ça va demander du temps et du travail. Donc vous vous doutez bien que quand on est dans cette configuration-là, on ne peut pas avoir de, je vais utiliser un barbarisme, hein, de scalabilité. C'est un terme qui est souvent employé dans l'univers des startups. Hein. Est-ce que c'est scalable, est-ce que c'est pas scalable? C'est-à-dire pas d'effet de levier. On ne va pas pouvoir démultiplier de façon énorme. Avec un ingénieur d'affaires, je vais pouvoir peut-être impacter 5, 10, 15 clients, mais si je veux impacter 100 clients, il me faudra 5, 10, 20 ingénieurs d'affaires. Et donc, ça veut dire que ma marche vers le développement, vers le business développement, elle va être freinée par le fait que chaque vente va être une conquête complexe qui nécessite des gens de très haut niveau et ainsi de suite. Attention, je ne suis pas en train de dire c'est pas bon, ça ne marche pas. Je suis juste en train de dire que là, vous êtes dans une configuration qui rendra votre business développement particulièrement difficile et qui nécessitera des gens de très haut niveau. Je connais des entreprises qui vivent très bien, qui sont dans cette situation-là et qui y restent et qui souhaitent y rester et qui vivent très bien. Donc, il n'est pas question de dire que ce n'est pas la bonne approche. Ça dépend de votre offre, ça dépend de toutes ces questions-là. Mais il faut simplement savoir que dans ce cas-là, votre business développement va être fortement impacté par la nécessité d'avoir finalement des cas d'or en termes de développement commercial et de business développement. Deuxième cas de figure, j'ai mon offre qui est constituée de fonctions bien identifiables et que je peux organiser dans un ensemble intelligible. Donc dans ce deuxième cas de figure, on a une offre modulaire, donc on va pouvoir expliquer au client. La chose que l'on propose peut s'organiser dans un ensemble cohérent, intelligible. Et on est, comme je disais tout à l'heure, dans le cas classique, je sais pas, de la machine-outil ou même d'un produit qui peut être plus complexe, mais pour lequel il y a une clarté, d'accord ? Et ça, finalement, ça peut être vendu par des équipes commerciales, on va dire, relativement classiques, qu'on retrouve classiquement en B2B, c'est-à-dire du technico-commercial, j'allais dire de base, hein, mais ce n'est pas péjoratif, de l'ingénieur d'affaires, en fonction bien sûr du degré de complexité de la chose vendue. Donc ça peut aller jusqu'à de l'ingénieur d'affaires de très haut niveau, en démarrant même par de l'autodidacte qui a une formation technique et plus une formation commerciale et qui va faire les choses. Et avec entre les deux toute la palette de nuances possibles, des gens qui ont fait une maîtrise, des gens qui ont un BTS, qui ont un DUT, qui ont fait une école de commerce, tout ça, c'est modulable en fonction du type de marché, en fonction de la typologie des clients qu'on va visiter, et ainsi de suite. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que là, on est bien dans une démarche, dans la démarche business to business classique, où on vend un produit qui est certes complexe, mais qui peut s'expliquer, sur lequel il y a un certain nombre de choses qu'on va pouvoir
qu'on va pouvoir expliquer. Cette démarche, je le rappelle, elle nécessite effectivement des échanges d'informations techniques avec le client, avec les prospects, et donc ça ne peut pas être fait comme ça, bien entendu. Ça aussi, spécificité du business développement en B2B, eh bien, il faut expliquer. Donc, dans votre dispositif de business développement, vous devez avoir des hommes et des femmes capables d'aller au contact physique, alors à minima téléphonique, mais après en général physique avec le client, pour comprendre sa problématique, pour pouvoir adapter l'offre et pour pouvoir bien sûr faire mouche en fonction de chaque situation. Et puis, on a le cas suivant qui est le cas du produit sur étagère. Là, l'intérêt, c'est qu'un produit sur étagère, ben, c'est facile à expliquer. Hein. Monsieur, je vous vends un câble. Monsieur, je vous vends une table. Monsieur, je vous vends un fauteuil. Fut-il très technique, mais c'est un produit sur étagère. Donc là, non seulement c'est facile à expliquer, mais surtout on va pouvoir démultiplier les choses de façon incroyable, puisque effectivement, le produit est simple à expliquer. Et là, c'est facile à déployer, et on va pouvoir passer à ce que j'appelle vraiment du matraquage commercial. C'est-à-dire que là, finalement, les méthodes de vente, elles vont s'approcher, même si on reste en B2B, et si quand même le client va demander de l'explication technique, et ainsi de suite, on va s'approcher de ce qu'on retrouve dans des domaines plus classiques. On va pouvoir mettre en place des équipes commerciales beaucoup plus larges, avec des gens dont on n'a pas forcément besoin qu'ils soient super qualifiés, parce que le produit étant un produit bien défini, eh bien, il faut faire un bon travail de définition des documentations, il faut avoir peut-être des fiches techniques, il faut avoir bien sûr une offre avec des tarifs bien définis, ainsi de suite. Mais là, on va pouvoir vraiment pilonner finalement le marché et multiplier les choses. Donc vous voyez bien qu'en fonction de ces trois situations, on est dans des cas de figure complètement différents. Et que d'un côté, on est finalement sur une forme de business développement artisanal, en tout cas s'appuyant sur des experts qui coûtent très cher, dont le temps est précieux et qui donc ont forcément une bande passante limitée à un moment donné, ce qui ne va pas permettre de déployer très fort. Et à l'autre extrême, eh bien, j'ai des produits qui sont faciles à comprendre, qui correspondent à un périmètre très bien défini. Donc là, je n'ai aucune excuse si je ne mets pas en place un développement commercial hyper ambitieux. Justement parce que c'est un produit sur étagère. Voilà. Alors, c'est encore une fois un passage très rapide dans ces vidéos, on est forcément pris par le temps, je ne peux pas rentrer dans les détails. On rentrera dans les détails dans des webinaires qu'on fera prochainement. Vous pourrez rentrer dans les détails si vous venez suivre les formations qu'on va vous proposer dans les prochaines semaines, mais c'est déjà un premier aperçu. Alors ce qui sera intéressant aussi, qu'on verra dans un webinaire et puis qu'on verra surtout dans nos formations, c'est qu'ensuite on va pouvoir croiser ce qu'on vient de dire ici avec la typologie que j'évoquais dans la vidéo précédente, à savoir les trois types de start-up, les vraiment celles qui démarrent, les on-track et les booming, parce qu'en croisant ça, ça nous donne finalement 9 cas de figure qui nous donnent à peu près de façon assez claire, j'allais dire la recette, j'aime pas trop les recettes, mais enfin la méthode, la démarche pour faire votre business développement en combinant à la fois qui vous êtes et votre marketing readiness level. Merci pour votre attention, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Surtout, vérifiez que vous êtes bien inscrit pour recevoir nos futures invitations. Et puis, bien sûr, parlez de BizDevUp autour de vous. À très bientôt.